nous enchaînons tout de suite avec Élodie Bouygues, qui est maître de conférence en littérature du XXe siècle à l'ESPE de Franche-Comté, spécialiste de Jean Follain, genèse de Jean Follain. Elle prépare actuellement l'édition d'inédits de ce poète. Elle s'intéresse à la poésie contemporaine, anime des rencontres avec des poètes, travaille en collaboration avec différents centres d'archives dans une perspective de critique génétique. Donc, Élodie, je te donne la parole. Merci beaucoup, Petar. Et merci beaucoup aux organisatrices pour la richesse des échanges et le brio de l'organisation, comme d'habitude. Donc, oui, poésie contemporaine désormais. Alors, à la mort de sa mère, en 2006, le poète Paul de Brancion, dont je vais vous parler aujourd'hui, se surprend à ressentir une forme de chagrin. Je dis bien se surprend, vous allez voir, dont l'origine est tout aussi insoluble que l'expression est problématique. Je le cite. « Maman massive est morte et partie maintenant. Cela ne me console pas. Ma tâche est devant moi. Je suis extrêmement surpris par mon émotion. Comment puis-je pleurer cette femme qui a si furieusement détruit tout autour d'elle ?» Le recueil « Ma mort est morte », donc « Ma mort M-O-R », la mère, paru en 2011 aux éditions Bruno Doucet, porte la trace de la double épreuve à laquelle l'écrivain se trouve confronté. Démêler les chevaux de l'histoire familiale chaotique dont il est issu et trouver une langue susceptible de porter et de supporter pareille violence. Comment puis-je pleurer cette femme ? Le comment pose en effet la question du scandale et du mystère que constitue pour lui l'émotion d'un fils blessé par une mère asphyxiante et manipulatrice, figurée dans le texte en ogresse vorace et obscène, mais aussi comment celle de la forme que pourrait revêtir l'élégie qui sourd, à la fois irrépressible et à contre-cœur. Je présenterai donc dans un premier temps les différentes causes de la parole empêchée, tant psychologiques que linguistiques, dont on trouve l'explication aussi bien dans le texte du recueil lui-même que dans l'épitexte, les entretiens que l'auteur a pu mener. Puis dans un second temps, la solution, le détour que la parole poétique invente pour parvenir à une renaissance symbolique, avant d'aborder pour finir le difficile chemin vers la vérité que constitue la rédaction de ce recueil de deuil. Car le défi ici n'est pas tant de rémunérer le défaut des langues, selon l'expression mallarméenne, que d'adapter le genre de la plainte élégiaque issue de la tradition avec laquelle ce texte partage certaines caractéristiques comme la première personne, la dimension autobiographique, le retour vers le passé ou la lamentation, mais une tradition qui est rendue caduque par l'objet même de la lamentation, à savoir mort, M-O-R, la mère, indigne du chant. Le recueil publié, 60 proses poétiques numérotées, je vous montre comment ça se présente, toutes les doubles pages se présentent ainsi, 60 proses poétiques numérotées en 3 langues et 2 versions, et finalement davantage une élégie de combat, expression que j'emprunte à Jean-Michel Mollepoint en modifiant légèrement l'interprétation, c'est-à-dire un chant issu d'une lutte contre la mère qui a semé trop de pierres dans le jardin familial, contre soi et contre la langue. Donc je commence mon premier point. Au moment d'écrire, le frein principal qui est d'ordre psychologique selon la typologie des émotions que Thierry Galep nous a fourni hier, donc ce frein psychologique à l'avènement de la parole du poète, très classiquement, c'est la peur. La personnalité violente de la mère, dont l'emprise perdure de l'enfance à l'âge adulte, impose la terreur et rend le poète muet. Je le cite, texte 25. Elle retournait sa langue entre ses dents quand tout n'était pas exactement comme elle le souhaitait. Si quelque chose clochait, elle attrapait les enfants par les oreilles, son regard devenait d'un bleu métallique, merveilleusement pathologique, et elle cognait la tête du malheureux contre le mur en criant « Je te pilerai, je te pilerai ». C'était assez terrifiant pour le petit garçon que j'étais, le fils à sa maman chérie. Texte 29. Dans la perception de moi-même, je reste très jeune encore.
Je me souviens de mes parents comme d'une espèce de puissance éternelle, sorte d'abattoir sans fin qui me tient pour toujours entre ses mains. Il demeure cela. Côté obscur dans la terreur duquel je suis restée et qui exerce encore sur moi sa puissance retenue. Et la terreur va de pair avec l'impuissance et le mutisme. Le texte liminaire désigne la mer comme indescriptible dans son altérité radicale. Comment faire quand la réalité n'a pas d'équivalent dans la langue ? Je cite, « J'ai voulu écrire et les mots m'ont manqué car elle m'était étrangère dans sa monstruosité même. Avant de corriger un peu plus loin dans le recueil, elle n'était pas un monstre. Elle était monstrueuse et aussi infiniment humaine. Disgracieuse figure d'humanité, elle n'était même plus une mort, M-O-R. La mer, énorme, H-E-N-A-U-R-M-E, comme vous connaissez l'expression, apparaît comme une entité surnaturelle dont l'excès est la principale caractéristique et qui lui permet d'échapper à la rationalité du discours. Texte 13. Ma mort était plus qu'assez. Elle était trop. Plus que cela, trop pas assez. Texte 36. Profusion, c'est le mot en français. Excès. Mort avait quelque chose d'excessif que je craignais infiniment. Il était dangereux pour moi d'être en relation avec elle. Elle est aussi, avec le trop pas assez, un être paradoxal dont la personnalité est insaisissable et donc indicible. Texte 1. Il s'agit de ma mort. Il m'est malaisé de parler d'elle, car elle était tellement mélangée, comme mes sentiments à son propos. Mélangée, elle était en permanence contradictoire. L'exorbitance de la mer impressionne d'abord par sa dimension physique. L'adjectif massif que vous avez entendu la désigne à plusieurs reprises, massive mort. Elle est un corps qui fait obstacle, elle bouche le passage, elle étouffe son fils, enserré, encerclé au sens concret du terme, je cite, par des impressions physiques d'inquiétante proximité de volumes excessifs. Comme les monstresses des films de Fellini, et je pense en particulier à Amarcord, mort est obscène, écrasante. Je cite encore, elle avait le décolleté vertigineusement écœurant, la masse obtuse, rectangulaire. Et cette présence invasive, quasi sexuelle, est vécue comme dangereuse. Je cite encore, il y a des hommes dans la peinture de Balthus ou dans les dessins de Pierre Klossowski qui évoquent cette forme physique en sa violence. Ou plus loin, j'ai de grandes difficultés avec la réalité physique de ma mère. Je refuse volontiers de la toucher, elle ne doit pas m'atteindre. Je dois m'éloigner de son corps. En 2006, la disparition physique de cette mère ne libère pas l'enfant de son emprise, bien au contraire. Dans plusieurs entretiens, Paul de Brancion témoigne du fait qu'il est tombé malade à la suite du décès de sa mère, 2 ans d'hôpital public, sans savoir réellement en quoi les 2 événements étaient vraiment liés. Il se dit, en crescendo, atteint, dérangé, shaken, dévasté et enfin terrassé. Je cite, « Terrassé serait plus juste, terrassé comme Saint Paul sur le chemin de Damas, Saint Paul dont il porte le prénom, ce fut une révélation d'obscurité confuse, de charbonnage anthracite d'un monde qui s'est révélé à moi. Vivante comme morte, mort, poursuit la même entreprise de ravage. Je cite encore, « Tout ce qui me rappelle mort me brûle comme un champ dévasté, dévasté par un désherbant chimique radical. » À sa mort, le corps maternel opère un déplacement symbolique et vient s'incarner dans la langue maternelle. Le français est en effet la langue de la mer. C'est la mer. Le recueil regorge d'allusions à les dimensions charnelles de la langue, en jouant sur la double acception bien connue du terme, mais aussi à la bouche de la mer, à ses dents ou à ses caries. Sa logorée continue à noyer la parole de l'enfant. Je cite encore. Elle parlait très vite et beaucoup. Un déluge de mots était prononcé, et je m'éloignais en marchant le plus loin possible du courant continu de ses phrases. La langue maternelle semble réinvestir une forme de corporalité primitive et impose sa massivité,
son opacité, sa capacité d'obstruction au poète. C'est pourquoi, au moment de prendre la parole pour dire la mer, la langue française se trouve frappée d'inanité. Le poète ne parvient pas à écrire en français, et il le dit lui-même dans un entretien, constat d'impuissance au début, d'étonnement ensuite. Intimement liée à la mer, au plan familial et social, la langue française est dénaturée, monstrueuse comme l'est la mer, paradoxalement en deçà et au-delà de la violence morale subie par le Fils. Je cite encore, « Je réalise que ma langue est pauvre actuellement, pauvre de mon expérience de la vie, et que celle-ci n'est pas satisfaite de la férocité et des jolis arrangements verbaux. Au bout du compte, les mots se télescopent, il en ressort un sens subtil qui me laisse insatisfait, étrangement perdu, car les réalités écrites sont plus lourdes que cela. » Pour Paul de Brancion, écrire est malgré tout une affaire de survie, une façon d'affronter le corps de la mer, au plan physique comme au plan symbolique. Pour se libérer d'un héritage encombrant, entre parenthèses je cite, « Qui m'a donné la langue en quoi je me débats ?» Mort. Il s'avère nécessaire de reconstruire, et je le cite encore dans un entretien, un nouveau langage, une nouvelle immotivation. Et je passe ainsi à ma deuxième partie avant de rappeler très brièvement d'autres freins psychologiques à la parole que je ne développe pas. Tout d'abord parce que les premiers écrits qu'il produit à la mort de sa mère sont trop proches de la douleur, donc ce n'est pas de la littérature. Donc là, il ne s'agit pas finalement d'une parole empêchée, mais de l'accession à un genre de parole empêchée, c'est-à-dire du passage, de la transformation de cette émotion en littérature, en poésie. Un deuxième frein psychologique assez classique aussi est la honte de la victime. Je cite le texte 35 par exemple, « Je suspends la sensibilité, l'affection. Le monde devient désabusant, il y a beaucoup de néologismes, presque aseptique. Je ne suis pas là, je ne m'aime pas, je me rétracte, je me retranche pour ne pas vomir de honte. » Et l'incapacité à vomir est bien sûr une autre image de la parole obstruée. Il y a aussi le sentiment d'être complice de son bourreau, d'avoir acquiescé à ce qu'il a subi. Alors ce n'est pas des sévices sexuels, c'est plus moral. Et puis la culpabilité d'attaquer finalement une personne qui est devenue vieille et qui s'est assagie. Et il y a enfin la nécessité pour lui d'une relation dialogique dans l'affrontement qui a été rendue caduque par la disparition de sa mère. Deuxième partie, donc l'invention d'une langue. Confronté à ces empêchements de diverses natures, tant psychologiques que linguistiques, le chant élégiaque se refuse pendant de nombreuses années au poète. Et c'est au moment où l'écrivain abdique toute volonté propre, qui s'apprêtait à renoncer à écrire sur sa mère, que le livre commence à naître de lui-même, je le cite, comme dicté par la polyphonie des langues. Paul de Brancion se dit presque étranger à ce processus. Les mots jusque-là étranglés arrivent dans la phrase, d'abord en danois, puis en anglais, puis en français, et ainsi de suite. Je vais lire un tout petit extrait, en m'excusant par avance du manque de fluidité en danois, notamment. « Je souffre aveuglément du fin fond de mon âme. I suffer through my body. Det här som om tiden inte har undredet. I am just as unexperienced as when I was born, despite the considerable amount of words which have been pronounced. Jeg skulle lære at være ligeglad, men jeg kan ikke. » Je ne peux pas, alors je le cite encore, texte 11, « Je ne peux pas vraiment expliquer comment c'est arrivé. Un beau jour, c'est venu comme ça, la troisième langue du chant des mots. Celle morte au champ d'honneur, celle dont on rêve toujours et qu'on ne rencontre jamais. Ainsi, le recueil de 60 proses se présente-t-il selon une alternance entre la version trilingue originale à gauche et la version française à droite. Le texte répond aux critères de ce que la linguistique américaine nomme le code switching. C'est-à-dire un phénomène d'hybridation linguistique que l'on trouve en général plutôt chez les écrivains diglossiques, dans la littérature créole par exemple. Une alternance de propositions autonomes dans une langue articulée autour d'une charnière syntaxique nette comme un point final ou une conjonction. Je vous donne un premier exemple.
Blandet, hun war alltid contradictorisk. Point. La félicité de la langue maternelle n'y suffirait pas. D'abord en danois, puis en français. Mais la plupart du temps, le texte installe une deuxième forme plus complexe de contact linguistique, le code mixing, qui consiste à brasser des unités courtes de codes différents à l'intérieur d'une même unité syntaxique. Et là, je vous cite l'exemple extrême, puisqu'il y a non pas 3 langues, mais 4 langues réunies. Faxtix, la chose est impossible autrement. Unmöglich. How could it be solamente con una sola parole? Mi chiamo Paul. I am the last son of a dead lady. Elle est morte à 90 ans. Stomach disease. L'anglais, comme le français, est intimement lié à More, la mère, fière de ses origines britanniques et qui faisait pratiquer l'anglais à la maison à ses enfants. Cette langue est donc encore en grande partie celle de More, donc trop, pas assez. En revanche, le danois est bien une force de rupture qui libère la parole. C'est la langue de l'émancipation, celle du pays dans lequel le poète s'installe à 20 ans pour fuir la gangue familiale mortifère, se marier et fonder sa propre famille. Le danois est la langue de l'exil, mais aussi l'idiome qui permet de s'exiler, donc de s'affranchir, des 2 langues maternelles. Ainsi, le maillage des 3 langues, le code mixing, met l'objet du discours, More, la mère, à une distance suffisante pour être interpellée et nommée, d'où le titre en danois. Je cite texte 34. « Il m'aurait été impossible d'écrire ce livre si j'avais dû l'appeler du nom de maman et non pas mort. Elle est mort ici, elle est mort de toute éternité. » Et texte 12. « Je vais te dire ton nom. Je l'ai fait et suis toujours parmi les vivants. » L'apprentissage du danois au début de l'âge adulte, donc à 20 ans, constitue en soi une expérience d'expatriation linguistique salvatrice, et je devrais dire en fait d'exmatriation. Vraiment. Plus tard, l'emploi du danois dans la création littéraire, donc dans ce recueil, qui est la seule expérience qu'il ait faite dans ce cas-là, relativise la langue maternelle, sape son autorité de langue tutélaire, une tutelle abusive, étouffante, et en fait une langue comme une autre au milieu des autres langues étrangères. Et le code mixing va même jusqu'à transformer le français en langue étrangère, ainsi en partie délesté de son poids, de son opacité affective. Et comme tout écrivain, en même temps qu'il invente sa propre langue, unique et stylistiquement marquée, Paul de Brancion conquiert son identité. Donc, je vous ai déjà lu Mi chiamo Paul et texte 4. Je suis, ces 3 façons de parler et peut-être aussi des possibilités musicales qui se retrouvent dans d'autres langues. Le groenlandais, par exemple, et l'italien aussi, qui agace avec sa ravageuse beauté. En effet, l'entrelacement des langues démultiplie les possibilités du langage poétique et favorise l'éclosion des jeux de mots. Que l'on comprenne la langue étrangère ou non, la collision entre les mots fait jaillir des effets de sens inattendus et engage le travail interprétatif du lecteur, du récepteur. Ce phénomène apparaît dès le titre, sur lequel le poète travaille, et vous imaginez le poids de ce verbe, tout au long du recueil. La paronomase, ce phonème allitéré, mort, mort, dans ma mort est morte, favorise le rapprochement sonore et sémantique de mère, mort et morte en danois, M-O-R-D, qui signifie meurtre, voire également avec mort en anglais, plus ou plus du tout, ou mort, l'étranger, l'étrangère. Paul de Brancion en a pleinement conscience. Texte 59. Certaines langues ont plus que d'autres cette faculté d'amour qui fait que le jeu de mots, la façonnance, la polysémie aboutissent à l'idée d'un effet inattendu. Never, nevermore, nevermore. Je le prononce mort parce que ça s'écrit M-O-R ici. Et comme le dit le poète Antoine Hémas dans un carnet de travail intitulé « Cambouis », avec une pointe d'ironie et de bon sens, justement à propos de l'homophonie du mot « mère », je cite Antoine Hémas, « Pas besoin d'avoir lu Freud pour comprendre que le poème le plus simple fonctionne autant de façon linéaire que par multiples transversales d'échos, de renvois, d'assonances. » La mosaïque de cette langue hybride et babélienne est la seule à même,
pour dire enfin qui est mort, qui est la mort, dans l'infinie complexité de sa personnalité mélangée, contradictoire, impossible à dire, mais seulement possible à dire entre les mots, entre les langues, entre haine et amour. Pour vous donner des exemples de réception, critique et poète, Évelyne Morin lit ainsi le titre, donc « Ma mort est morte »,« Ma mort, M', à mort, est morte, mon amour est morte », débusquant ainsi l'amour dans les manques et dans les interstices des lettres. Angèle Paoli, animatrice de la revue numérique de poésie et de critique Terre des femmes, se laisse emporter, au-delà du sens immédiatement perceptible, par les possibilités musicales dont parle Paul de Brancion, des langues tressées. Je la cite. Avec dans le tissé des phrases le retour des « ors », comme autant de pépites semées sur l'ourlet de la vague. Mort, mort avec un T, mort avec un D, fort, fortapt, store, horfor, foreign, therefore, nord, encore, d'or, château d'or, mort, nevermore, polysémique mort, polymorphe mère, cauchemar. Je la retrouve ici au cœur des phrases, pareille à une divinité effrayante et émouvante, mouvante. La version trilingue originale offre donc un espace d'interprétation totalement ouvert pour le lecteur, où l'homophonie, l'assonance et l'allitération mènent le jeu par contamination, développant de nouveaux modes d'interaction ludique entre les langues et possède finalement un statut prééminent sur la compréhension littérale. La parole empêchée du poète s'est frayé un chemin dans la musique des langues et s'accommode fort bien du dépaysement sémantique, pour qui ne parle pas danois du moins, ni anglais, le plus susceptible, ce dépaysement sémantique, d'exprimer le profond mystère de l'amour et du non-amour maternel. Il n'empêche que le brouillage ou le brouillard linguistique ne pouvait qu'empêcher, dans un second temps, la communication avec le lectorat. Aussi, l'auteur a-t-il accompagné son texte original, de façon donc postérieure, en version trilingue, d'une version française à droite. Et cette version n'est pas née sans douleur, elle non plus. Je le cite. « Plus tard, j'ai désiré traduire en français « Ma mort est morte » pour achever le périple dans une réconciliation, avec une figure profondément aimée, malgré sa violence inconcevable, jusqu'à ce lieu où la laideur et la beauté se rejoignent. Par la traduction, le poète refait son chemin de croix. Pendant plus de 6 mois, il est d'abord incapable, je le cite, de transmettre, ce sont les mots qu'il emploie, de transmuer, de traduire son texte. Comme pour le moment de la rédaction en version trilingue, le déclenchement se fait brusquement, un jour, presque malgré lui, avec la sensation de procéder, je le cite encore parce que le terme est important, à un passage, en français, plus qu'à une réelle traduction, qui n'est d'ailleurs pas littérale. On peut voir des différences dans les textes. Ce retour au français, à la langue de mort, la mère, n'est pas sans évoquer pour moi un passage de La poétique du traduire de Méchonic, où le critique affirme « Écrire ne se fait pas dans la langue, mais vers la langue ». Là, on a bien un mouvement de retour vers la langue. Écrire n'est peut-être qu'accéder en s'inventant à la langue maternelle. Écrire est à son tour maternel pour la langue. Et en fait, effectivement, en traduisant en français sa première version trilingue, qui était une sorte de contournement de la parole empêchée, Paul de Brancion entre dans le paradoxe, puisqu'il accouche, entre autres, de sa mère. D'où l'idée de passage, qui m'amène à ma 3e partie, que j'ai intitulée, vous allez comprendre, La vérité au risque du meurtre. Dans le texte 17, c'est-à-dire au début du recueil, la voix poétique adopte exceptionnellement une forme versifiée, puisqu'il s'agit de poésie en prose, pour révéler la véritable finalité de l'écriture. J'attends que la nuit s'achève, espérant la mystérieuse musique de la vérité. Plus que toute parole en effet, c'est bien la mystérieuse musique de la vérité que la mère, spécialiste du mensonge, de la manipulation et de la dérobade, a empêché jusque-là d'advenir. Le poète réclame une parole vraie, cette parole qui a été empêchée, muselée, étouffée, et il la réclame quel qu'en soit le risque. Je le cite. « Cela est tellement merveilleux de parler sans limite,
baignant dans la vérité, le franc-parler, la vérité au risque du meurtre, ne pas biaiser. Car il est une parole qui tue, et l'auteur, qui est à la fois la plaie et le couteau, le sait. En 2005, 1 an avant la mort de sa mère, il publie La vie d'Alexandre, un roman qui dévoile, pour qui sait décrypter l'allusion, l'essentiel de la fêlure d'existence de sa mère, qui est née de père inconnu. Et il craint que l'exposé de la vérité n'ait fini par la tuer. Je cite encore, « Elle cherchait ce que je lui avais dit. Elle l'a entendu, sauf qu'elle en est morte. Peut-être, peut-être pas. » L'objectif avoué de ce nouvel opus est de tordre le cou à la rumeur de vérité par le meurtre. Mais au double meurtre qu'il perpétue, meurtre symbolique de sa mère, il parle d'une exécution, et donc meurtre en lui de l'enfant qu'il était, répond une double naissance. En effet, en même temps qu'il donne la mort à sa mort, il met au monde une autre mort, une petite mort, fragile comme l'éternelle petite fille qu'elle a toujours été au fond, cette petite fille privée d'amour, et qui devient la fille de son fils. Je cite, « J'ai perdu un enfant, ma mère. La petite mort est morte, double deuil. Mort, mort, M-O-R-D, morsure, remords. » Ce faisant, le poète s'auto-engendre comme père, comme homme et comme écrivain. C'est la seconde naissance. Père de sa mère, père de ses propres enfants auxquels il lègue une histoire apaisée, je cite, « En écrivant, j'ai l'impression d'apporter ma pierre à un édifice qui aurait pour mission d'être transparent et non pas opaque. » Et père, créateur, d'une œuvre marquante dans l'histoire du deuil, du recueil de deuil contemporain. De la dimension autobiographique, émouvante mais circonstancielle, on glisse à une dimension métaphorique véritablement exaltante, l'évocation d'une figure accouchant lentement d'elle-même en produisant des figures, c'est-à-dire l'histoire de la naissance d'un poète à lui-même à travers ses 60 proses poétiques publiées finalement en 2011, l'année de ses 60 ans, nombre rond et recueil clos contre le chaos informulé de son enfance malheureuse. Pour conclure, plus qu'une élégie traditionnelle, essentiellement mélancolique, il s'agit bien d'une élégie de combat, un chant d'amour contrarié et en même temps un procès, sans consolation, mais également, il le souligne, sans haine, lutte pour la survie où les mots seuls sont capables de délivrer. Je le cite encore, « Vous savez, quand je suis assis devant ma table d'écriture, aussi près que possible de la vérité littéraire, je suis bien. C'est un sentiment extrêmement virulent qui me sauve. » En cela, le recueil renoue avec la dimension épique de l'élégie antique, qui invite l'homme à relever son courage, à faire face et crânement à regarder la mort en face. Merci beaucoup.